Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un update lecture que je suis assez heureuse de vous faire parce que franchement il y a deux coups de cœur et une bonne lecture, légère déception. Bref, on va en parler tout de suite après. Petite information, je fais que des informations en ce moment dans mes updates, c'est insupportable. Bref, il n'y a pas de vidéo qui est sortie un jeudi, tout simplement parce que j'étais chez mes grands-parents. Là après, le samedi 1er août je pars en vacances. Donc bon, il y aura peut-être pas de publication, je sais pas, ce sera peut-être pas du tout régulier je pense, parce que du coup je suis partie en vacances donc j'aurai peut-être pas trop le temps de monter, donc les montages seront peut-être très légers. En tout cas, j'espère qu'ils sont quand même assez bien. Et les publications ne seront pas régulières, ou en tout cas genre pas tous les jeudis, peut-être une fois le mercredi, une fois le lundi, parce que bah, c'est les vacances, donc bon, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc dans cette update lecture, on commence déjà. Je vais vous parler de 6 de Philippe Leroy, publié chez Rajo, que j'ai terminé il y a 2 jours, donc c'est encore tout frais dans ma tête, même si j'ai pris des petites notes comme à mon habitude. On va parler de Heartstopper, tome 1 de Alice Oseman, publié chez Hachette, même si en ce moment je pense que vous en entendez tous beaucoup parler. Et on va parler de la fin de la trilogie des Shades. Bon, on va commencer tout de suite avec la légère déception 6 de Philippe Leroy. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc, on va suivre 6 jeunes qui vont être recrutés par un psychiatre ou un psychologue, je ne sais plus, un des deux, parce que c'est assez différent quand même, qui va se rendre compte qu'en fait ces 6 jeunes ont 6 handicaps différents, mais que ces handicaps peuvent être transformés en force. Donc on va avoir un... Je vous lis la 4e de couverture et je vous explique après ce qui m'a dérangé pendant ma lecture. Un hacker surdoué, une séductrice compulsive, une athlète hors norme, une trompe-la-mort, un gamer virtuose, un colosse surpuissant. Ça nous dit tout de suite un truc un petit peu à la... pas à la Suicide Squad, mais 6 jeunes comme ça qui ont tous des qualités genre hors normes, nanani nanana, en mode ouais ils vont sauver la Terre. Alors ils sauvent la Terre, mais par contre, par exemple le hacker surdoué, c'est un accro aux jeux vidéo et c'est une addiction qu'il a. Donc en soi c'est pas genre... Bref voilà. Non ça c'est le gamer virtuose, je dis que de la merde. Un hacker surdoué en fait c'est un... Il est pas autiste, mais disons qu'il vit dans son monde quoi, donc c'est pas du tout le hacker qu'on pourrait croire trop classe et tout, bref. Donc on va suivre ces 6 jeunes qui en réalité c'est pas trop des qualités comme la 4e de couverture le présente, mais plus des handicaps, et donc ce psychologue en fait va rendre ces handicaps des forces. Putain, mes phrases n'ont aucun sens aujourd'hui. Et donc, en gros, ils vont former la section d'intervention X pour le projet Noé. Oui, c'est ça. Pour le projet Noé, donc, qui est un projet secret mené par l'État et mené donc par le psychologue psychiatre et 3 grands hommes. Donc, il y a un ancien ministre, il y a un homme d'affaires et il y a un écologiste, je crois. Et donc, en fait, leur mission, c'est de protéger justement l'écologie de la Terre. Donc, leur première mission, par exemple, je vous le dis, hein, c'est expliqué clairement dès le début, c'est en gros de stopper un trafic d'ailerons de requins. Donc moi je savais qu'il y avait du trafic d'ailerons de requins parce que je l'avais étudié, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est ultra intéressant. Et la deuxième mission c'est sur le pétrole, je crois, oui c'est ça. Sur le pétrole, donc je vais prendre mon petit carnet parce que là je me souviens plus trop de ce que j'ai marqué, mais il y a beaucoup de points négatifs en fait. Alors, au niveau des points négatifs, oui, alors la plume de l'auteur, je vais en parler après, mais les personnages sont très peu attachants en fait. Oh oui, bah la plume de l'auteur, si on va en parler tout de suite. Les personnages sont peu attachants vraiment. Il y a des moments où il y a eu un personnage qui est en danger, c'était un de mes personnages préférés. Enfin, une de mes personnages préférés. Elle est en danger un moment, mais voilà, enfin elle serait morte, j'aurais pas non plus pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai pas forcément de personnage préféré, de gros coup de cœur pour un personnage ou quoi que ce soit. Alors que pourtant il y a des personnages assez sarcastiques, etc. Et la plupart du temps c'est le genre de personnage que j'adore. Mais là il y avait pas de... Non. Voilà. Au niveau de la plume de l'auteur, ce qui m'a principalement dérangé, c'était les actions, comment c'était raconté. Une catastrophe. Enfin, encore une fois c'est mon point de vue, hein, mais Philippe Leroy, je trouve qu'il a pas la plume pour raconter les scènes d'action en fait. Les scènes d'action, c'est des scènes que j'adore moi personnellement dans les livres. C'est des scènes vraiment où je suis pas à bout de souffle, mais où je suis autant stressée que les personnages, etc. Là, très clairement, je ressentais aucune émotion. Les personnages auraient pu mourir, je m'en fichais totalement. J'avais l'impression en fait que c'était une scène lambda. J'avais pas du tout en fait cette pression, ce stress qu'on a durant les scènes d'action. J'étais pas du tout à fond dans le livre. Pourtant,
je pense que je l'ai lu au bon moment, ça pour le coup, parce qu'il me hypait de ouf. C'est pour ça que je l'ai commencé, hein. Sinon, je lis pas un livre s'il me hype pas, quoi. Mais les scènes d'action étaient très mal racontées, je trouve. On aurait vraiment dit des scènes lambda, en fait. Bref, j'ai pas du tout aimé les scènes d'action, j'étais vraiment pas dedans. J'étais pas stressée pour les personnages, j'avais pas peur pour eux. Non, vraiment, j'étais pas du tout prise dans les scènes d'action. Après, les scènes normales, en mode dialogue et tout, bon, c'est des scènes assez simples à raconter, donc ça va, ça m'a pas dérangé. Mais les scènes d'action, vraiment, genre, j'avais pas l'impression que c'était des scènes d'action, quoi. Bon, au niveau des points positifs, parce qu'il y en a quand même, déjà, ce que j'ai le plus aimé, je pense, c'est vraiment ce combat contre l'écologie qui est pas mis en sous-entendu, en fait. Il y a plusieurs livres comme ça, où on met ça en sous-entendu, comme ça on se dit, ah, c'est un livre engagé, mais c'est sous-entendu, c'est pas dit explicitement, etc. Là, dans 6 c'est dit explicitement, c'est pas du tout sous-entendu, c'est vraiment, voilà, c'est pour l'écologie, on veut stopper ça, on veut stopper ça, on veut stopper ça. Voilà, donc, et puis je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est des choses qui se passent aujourd'hui. Donc, c'est pas genre, je sais pas, des problèmes écologiques qu'on avait 10 ans avant, hein, mais c'est pas non plus un truc qui va se passer dans 20 ans, quoi. C'est un truc vraiment qui se passe aujourd'hui. Et aussi le fait qu'en fait, le handicap des jeunes, on rende leur handicap leur force, en fait. Le fait que, par exemple, une fille soit suicidaire, donc c'est une trompe la mort, hein. Moi, j'étais en mode, oh, ça va être trop classe et tout. C'est une suicidaire. Elle a des pensées suicidaires. En fait, ça va être son gros point fort au final parce que c'est-à-dire qu'elle a pas peur du danger, qu'elle a pas peur du danger tout simplement et s'en fiche de mourir. Donc elle va se mettre dans plein de situations assez cocasses et en fait elle va s'en sortir pas indemne non plus, mais en fait elle s'en fout et du coup ça devient sa force alors que de base elle est suicidaire, elle a des pensées suicidaires donc elle aurait été internée etc. Et là elle en fait sa force. On a une athlète hors norme, c'est une hyperactive, elle a transformé son hyperactivité et le fait qu'elle soit très bavarde en force en fait parce que du coup elle met toute cette hyperactivité dans le sport et voilà une athlète hors norme. Enfin tous les handicaps sont transformés un petit peu comme ça et c'est vraiment bien. La plume de Philippe Leroy a également un gros point positif, c'est les descriptions. Enfin moi je les ai beaucoup aimées. Les personnages on les décrivait pardon à partir du moment où ils parlaient. En gros, à un moment, on va avoir bonjour, dit Florence. Florence était une femme nanani, nanana, nanani, nanana. Et en fait, à chaque fois, c'est comme ça. Et je trouve que c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé la façon dont c'était fait la présentation des personnages, des lieux, etc. Mais bon, c'est pas non plus quelque chose d'oufissime, mais c'était vraiment bien décrit. Et surtout, c'est bien rythmé par des chapitres courts en fait. Je l'ai lu assez rapidement, parce que les chapitres, vraiment, genre, ils font 3 pages maximum. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. Au niveau de la note sur mon carnet de lecture, je lui ai mis 3 sur 5 parce que ça reste un bon livre, mais j'ai hésité vraiment avec un 2,5 parce que les scènes d'action m'ont vraiment énormément dérangé et les personnages étaient vraiment pas du tout attachants. Donc je parierais plus sur du 2,75. Bon, ça va être assez rapide sur celui d'après parce que j'ai le même avis que tout le monde. Heartstopper de Alice Oseman publié chez Hachette. C'était tellement mignon. Voilà, c'est vraiment la réaction que j'ai eue durant toute ma lecture. Je l'ai lu en une soirée, très clairement, hein. Il fait pas du tout partie de mon challenge. Parce qu'encore 6, c'était pour le du coup, challenge vite, t'as pas le soleil. C'était pour la catégorie personnage de moins de 18 ans. Lui, il était pas du tout dans ma catégorie, enfin dans mon challenge, mais j'étais en mode je dois lire Heartstopper, genre c'est mort. Et oh là là, mais ça a été un gros gros coup de cœur, un 5 sur 5 très clairement. Donc on va suivre. Comment il s'appelle? Je me rappelle déjà plus les noms. Voilà. Donc, Charlie, qui est un musicien qui est ouvertement gay, et Nick, qui est un rugbyman assez populaire, etc. Et en gros, ils vont commencer à se rapprocher parce que Nick, il a un an de plus, je crois, que Charlie, mais à un moment, il va passer par le stade et il va voir que Charlie est très très bon en sport. Il va lui dire, bah tiens, viens essayer et tout des entraînements de rugby. Et de là va commencer une romance. Du coup, c'est une MM, du coup, une masculin-masculin, homme-homme, une romance gay. C'est vraiment trop mignon. Je suis très pressée de m'acheter les tomes 2 et 3, surtout qu'il va y avoir plusieurs tomes, il me semble, genre 5 ou 6, des bails comme ça. Très très pressée de m'acheter la suite. Ça a été un gros coup de cœur. Il y a vraiment zéro point négatif. C'est très mignon, c'est très naturel en fait. Vraiment, les personnages n'ont pas du tout des réactions disproportionnées ou alors des réactions que personne n'aurait. Voilà, lui il a un petit peu. Il y a vraiment une quête d'identité parce que du coup, Nick, pour lui il était hétérosexuel, mais il se rend compte qu'il a de l'attirance pour Charlie, sauf qu'il sait pas trop comment réagir parce que ça lui est jamais arrivé. Et Charlie, lui, c'est plus trop une quête d'identité parce qu'il sait qu'il est homosexuel, c'est plutôt une quête de savoir à qui il va donner son amour, à qui il va donner sa confiance, etc. Parce qu'il a un ex et tout, enfin bref.
Et c'est vraiment trop bien, les Heartstopper. Sweet. J'ai lu Shades of Shadows et Shades of Light. Alors du coup, Shades of Shadows, c'était pour la catégorie... c'est quoi quelle catégorie? Un livre qui se passe loin de chez moi. Bon, c'est clair, hein, ça se passe totalement très très loin de chez moi. Et Shades of Light, il a remplacé Darkest Minds dans la catégorie livre avec du noir sur la couverture. Je pense qu'on est plutôt pas mal pour la catégorie. C'est écrit par V. Schwab et c'est publié chez Lumen. Donc c'est les 2 derniers tomes de la trilogie Shades of Magic qui est sortie il y a assez longtemps je crois. Je ne sais plus. Bref, c'est des gros pavés. Le 1 c'est le plus petit. Le 2 il fait 630 pages. Et le 3, il fait 760 pages. Voilà, donc c'est vraiment des grosses briques, mais je les ai englouties. Alors, du coup, concernant le tome 2, j'avais eu un gros problème avec le tome 2, je l'avais commencé tout de suite après le tome 1, mais j'étais vraiment en mode, je suis pas dedans, j'arrive pas, c'est lent au début, etc. Alors très clairement, tous les shades, que ce soit le 1, le 2 ou le 3, sont très lents à démarrer, ça commence au bout d'une centaine de pages, donc faut vraiment se mettre dedans. Je m'étais arrêtée à la page genre 70-80, bah, comme ça, donc juste avant l'action, mais... je pensais que c'était pas le bon moment pour le lire et c'était totalement le cas, donc j'étais en mode je préfère le laisser de côté. Et je l'ai repris au bon moment quand j'étais hypée et quel coup de cœur, c'était trop bien. Donc je vais pas trop vous raconter l'histoire, mais dans Shades of Magic, on va suivre 2 personnages, donc Delilah Bard et Kel Marèche. Je ne savais pas son nom de famille. Oh putain, il me reste 10% de batterie, il faut que je me dépêche. Et donc Kel Marèche et... Il y a beaucoup de bruit là chez moi. Et en gros, c'est un monde où il y a 4 Londres, donc il y a le Londres blanc où il n'y a plus du tout de magie parce que les gens sont devenus avides de magie, en fait tout le monde en veut mais il n'y en a plus. Le Londres noir qui a été englouti par la magie a pris le dessus, il est devenu très dangereux donc on a fermé les portes pour y accéder. Le Londres rouge où c'est un peu genre l'Empire prospère, le roi, la reine, etc. Où il y a de la magie, c'est totalement normal. Et le Londres gris, le nôtre, des nuits de magie genre les moldus. Et du coup voilà, donc nous on va suivre Lila qui va en fait dérober une relique du Londres noir à Kel Marèche qui est du coup le demi-frère du prince du Londres rouge. Et donc Kel va vouloir récupérer cette pierre que Lila lui a volée, donc ça c'est toute l'intrigue du tome 1. Et dans le tome 2 on va suivre, comment ça s'appelle, les jeux des éléments, mais c'est un autre nom, les Leventash, on va comme ça. Et c'était vraiment trop bien. Au niveau des points négatifs, voilà, bon, long à démarrer, ça c'était logique, mais il faut vraiment, c'est le genre de livre, il faut le lire au bon moment quand on est vraiment hypé. Sinon, c'est long à démarrer, du coup, on trouve ça nul, très clairement. Et il y a des choses qui étaient assez prévisibles. Par contre, il y a un truc, je m'y attendais vraiment pas. Il y a un couple dans ce tome. Je m'y attendais tellement pas. Bref, au niveau des points positifs, voilà, les Sentash. Les Sentash, vraiment, c'est. Au début, je me suis dit, bon, ça va faire comme les Hunger Games, voilà, faut être le dernier survivant. Mais en fait, pas du tout, il y a plusieurs arènes où les magiciens combattent entre eux et tout. Et c'est vraiment trop bien, genre, l'action, elle est trop bien racontée. Enfin, c'était génial. On apprend des choses via Lila, en fait. Et ça, c'est vraiment bien. On n'apprend pas des trucs en mode des gros big paragraphes qui font 500 lignes pour t'expliquer un truc. Non, en fait, c'est Lila qui pose des questions. Et par son biais, par sa curiosité, nous on apprend des choses également. Je sais pas si vous comprenez bien. On apprend des choses via un personnage et non pas via des gros paragraphes écrits par l'auteur. Et je trouve ça beaucoup mieux. Ça donne de la fluidité et de la légèreté surtout au texte. Et c'est vraiment mieux, je trouve. Le couple qui se forme dedans, je ne vais pas vous dire qui parce que moi personnellement je ne m'y attendais vraiment pas. Donc voilà. Il y a un couple qui se forme, une pépite. Il y a un nouveau personnage, Alucard. C'est très clairement mon nouveau personnage préféré après Rai, genre des pépites. Rai d'ailleurs devient ultra important dans celui-là, il était assez secondaire voire tertiaire dans le tome 1, mais là il est plus secondaire voire primaire dans le tome 2 et dans le tome 3, du coup c'est trop bien. Les changements de point de vue, ah oui alors ça j'ai adoré, je me souviens pas que ça l'avait fait dans le tome 1, mais j'ai adoré ça dans le tome 2, en gros V. Schwab change souvent de point de vue et par exemple sur 3 chapitres tu vas voir la même scène du point de vue des 3 personnages différents. Ça va être ultra intéressant parce que du coup ça va rappeler des trucs différents aux personnages, genre Lila va pas avoir la même réaction que Kel par exemple parce que ils ont pas vécu les mêmes choses, parce que ça leur rappelle pas les mêmes souvenirs et du coup c'est grave bien et franchement l'autrice fait ça avec merveille. V. Schwab elle a une plume genre pépite. Je vais vous parler du tome 3 maintenant. Non, le tome 3, ah oui
le gros point négatif. Alors, lui il est pas long à démarrer. Vu la fin du tome 2, en gros, du coup, oui, lui, normalement, il était pas dans le challenge. J'étais en mode, bon, c'est pas grave, je vais lire le tome 2, je lirai le tome 3 à la fin de l'été, quoi. Et en fait, j'ai lu la fin du tome 2, j'étais en mode, quoi? Et ça se termine vraiment sur ça, j'étais en mode, non. Du coup, j'ai enchaîné tout de suite avec le tome 3 parce que la fin du tome 2, vraiment, c'est un énorme cliffhanger. N'achetez pas le tome 2 sans acheter le tome 3, c'est... non. Bon, je vous avoue que ça fait 1 heure que j'ai coupé, que je reprends 1 heure après pour discuter de Shades of Light, donc je sais plus du tout où est-ce que j'en étais. Je crois que j'étais en train de vous dire les points négatifs. Donc, le seul point négatif, c'est qu'en fait, il y a un personnage qui, comment dire ça sans spoiler, ressuscite, très clairement, à la fin du livre. Enfin, genre, en fait, on t'explique très clairement qu'il est mort, genre... ouais, les gardes sortaient le corps du personnage des débris, etc. T'es en mode, bon, il est mort. Et le personnage, il revit à la fin. Pourquoi Comment? Depuis quand? Donc ça, c'est vraiment pas du tout expliqué. Je suis peut-être passée à côté de quelque chose, hein. Si vous l'avez lu, dites-moi en privé sur Insta ou quoi que ce soit. Si vous voyez de quel personnage je parle et si vous avez compris pourquoi et comment il était ressuscité. Surtout qu'il meurt 3 chapitres après. Bref. C'est vraiment le seul point négatif parce que, donc, parmi les gros points positifs, c'est que lui n'est pas du tout long au démarrage. À la fois, vu le cliffhanger de la fin du tome 2, s'il était long à démarrer, je ne sais. Enfin, ça pouvait pas être long à démarrer. Vraiment, vu le gros cliffhanger qu'il y avait eu à la fin du tome 2, j'étais en mode. Lis le tome 3, les gars. Donc, c'est ce que j'ai fait. Insult. Il y a énormément de retournements de situation. Il y a des fourmis partout. Mais pourquoi il y a des fourmis partout comme ça? Là, il y a des bêtes d'orage partout sur ma fenêtre. Il y a plein de retournements de situation. Et c'est trop bien, vraiment. À chaque fois, on est en mode... non, c'est bon. Mais non, c'est pas bon en fait. Il y a des trahisons, il y a des morts. Il y a de l'action tout le temps. C'est le dénouement en fait. Et oh, belle transition. C'est le dénouement. Et d'ailleurs, la fin... pépite. Mais du coup là c'est le dénouement donc forcément il y a beaucoup d'action parce qu'il faut résoudre le gros problème de toute la trilogie. Donc voilà c'est le dénouement et c'est génial. La fin me plaît énormément, je pense que c'est une des meilleures fins de saga que j'ai vues parce qu'il y a vraiment genre... how say il y a des sagas où j'étais vraiment en mode la fin, bon d'accord, genre... La fin du labyrinthe, par exemple, elle est très bien, mais elle est un peu simple. Genre, oh, on a tué le méchant, on va se reposer sur une plage. Voilà. Mais là, cette fin, elle est vraiment bien. Genre, il y a des adieux, donc forcément, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin. Mais c'était vraiment, genre, trop bien. C'était un gros coup de cœur, un 5 sur 5, très clairement. Très bon dénouement, très bonne fin. Très bon personnage, vraiment. Il y a des fins de personnages parfaites. Genre, le roi et la reine, Marèche. Ils ont tellement été bien développés, du coup, les parents de Kel et de Rai. Rai, il a eu tellement un bon développement aussi. Alucard, Lila, bref, tout le monde. Limite, Kel et Lila, c'est les héros. Mais je pense que c'est peut-être ceux qui ont eu le moins d'évolution. Parce que Lila, elle a toujours été un peu rebelle, etc. Donc c'est normal. Et Kel, il a eu une certaine évolution, je pense. Il y a une grosse bestiole sur ma fenêtre, je sais pas ce que c'est. Kel il a peut-être eu une certaine évolution mais je pense qu'en fait c'est plus le genre de personnage à faire évoluer les autres plutôt que d'évoluer eux-mêmes. Je sais pas si vous comprenez un petit peu. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette update lecture. J'aurais pu vous le filmer demain très clairement parce que il me reste 200 pages à lire du préquel de Hunger Games. Donc j'aurais pu vous faire un update mais sinon il y aurait eu trop de livres donc bon, vous attendrez après les vacances. Les vidéos, comme je le disais, ne vont pas du tout être régulières parce que je vais partir en vacances, j'ai pas de wifi. Donc c'est-à-dire que si je ne les monte pas avant... Là, j'ai 6 jours pour monter 3-4 vidéos. Donc si je ne les monte pas avant de partir en vacances, vous n'aurez pas de vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sur ce, je vous dis au revoir à je ne sais pas quand et bonne lecture.